Aujourd'hui, je reçois Julie, une femme dynamique, créative, sans tabou, qui écrit des romans osés. Bonne émission! Aujourd'hui, dans le fond, on va parler vraiment là, de littérature, en fait. Oui. Puis, tout d'abord, je voulais te dire que moi, je suis pas une grande lectrice. Je suis pas quelqu'un qui aime nécessairement, ça me fait peur souvent les romans, et j'ai dévoré ton premier tome, en fait. Puis là, je viens d'apprendre que tu en as un deuxième. En fait, j'en ai 6 de publiés. Ouais. Wow! Est-ce que tu peux me parler au tout début, l'histoire a commencé quand? Ça commence... Mon histoire a commencé quand? En fait, je faisais quelques publications sur les réseaux sociaux, puis mon entourage me disait « On aime ta plume, faut que tu fasses quelque chose avec ça. » Quand j'ai eu 40 ans, j'ai fait ma bucket list. Je me disais, j'arrive à moitié de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis tu sais, 40 ans, moitié de ma vie, c'est très entre guillemets, là. Mais je me disais, entre autres, je vais écrire un livre. Donc, Bullfighter est né de cette bucket list-là. Mais en cours de route, je me suis fait prendre à mon propre jeu. De un roman, j'en ai écrit 3. Donc, la première histoire est devenue une trilogie, puis s'en est suivi la seconde trilogie, Shelton. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais accomplir, écrire un livre. Quand le premier livre a été, le premier manuscrit en fait, parce qu'avant d'être publié, c'est un manuscrit et non un livre. Quand le premier manuscrit a été écrit, j'étais contente. J'ai dit à mon mari, c'est fait, je peux cocher. Puis maintenant, on passe à autre chose. Carrément, je voulais juste le mettre dans le fond d'un tiroir ou même à la poubelle. Moi, j'avais réalisé ce que je voulais faire. Puis mon mari est entrepreneur. Il me dit, Julie, il y a de quoi à faire avec ça. Faut que tu pousses, faut que tu le publies. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que Bullfighter est né. Tu parles comme que ton mari est entrepreneur puis il a dit OK, on peut faire quelque chose avec ça. Ouais. Ce qui veut dire que tu n'avais pas nécessairement un entourage, tu n'avais pas des connaissances qui étaient auteur, écrivain. Pas du tout. En fait, j'avais une personne que je connaissais qui avait publié. Il a vraiment fallu que je fasse mes devoirs. Que je m'informe comment l'édition fonctionne au Québec. Quelle maison d'édition accepterait cette histoire-là? Parce que chaque maison d'édition a leur ligne littéraire. Oui. Puis, c'est pas parce que tu envoies ton manuscrit que c'est automatiquement accepté. C'est un processus qui est long, qui est complexe, mais ils ont une ligne éditoriale. Donc, il faut que tu trouves ton bon créneau, puis ensuite, tu l'achemines aux maisons en question qui correspondent à ton histoire. Bref, tu peux pas envoyer de la fiction à une maison d'édition qui publie que de la romance ou vice-versa. OK. Donc, tu as même une recherche là, à faire oui, pour savoir vraiment... moi, tantôt, je t'ai dit le tome 1, mais dans le fond, c'est la trilogie. Okay. C'est les 3 livres que j'aime. Moi, je t'ai découverte, en fait, ça fait 2 ans, vraiment, que je t'ai découverte puis que j'ai lu les livres. Ça fait combien de temps, Bullfighter, que tu as commencé, là, le manuscrit, puis tout ça? Oh, ça c'est pas mal plus long parce qu'en fait, Bullfighter a été édité en 2021, Shelton en 2022. OK. Chaque tome, j'ai pas... le premier tome a vraiment pris beaucoup de temps. Je te dirais quelques années. Un bon 3-4 ans peut-être même. Parce que j'en écrivais un peu, je le mettais de côté. C'était vraiment juste un loisir, tu sais, quelque chose que passe-temps. Un passe-temps que tu vas atteindre. Le second tome, par contre, dans la collection Bullfighter, c'est écrit en 3 mois. Parce que là, j'avais déjà mes personnages, mon histoire était placée. J'assumais beaucoup plus ma plume parce que moi, j'écris de la littérature érotique, coquine un peu. Donc, il faut quand même assumer ce volet-là. Il faut l'assumer avec la famille, l'entourage. C'est ce que je voulais écrire. Mais un coup que c'est écrit, là, tu sais que les autres vont te lire. Alors, évidemment, s'ensuit plusieurs questions plutôt indiscrètes. Faut que tu sois sûr de ta plume.
Puis, je dis aux gens d'essayer. Ceux qui aiment pas lire, justement, t'as comme une façon d'écrire. Puis là, je comprends c'est des mots que je comprends, que j'étais pas capable de mettre parce que, justement, j'ai pas cette connaissance-là littéraire. Mais ça prend pas de temps qu'il y a du punch. Tu sais, moi, là, moi, si j'ai lu 2-3 pages puis y a rien, là, OK. J'ai toujours pensé que j'aimais pas lire à cause de ça. C'est ça, mais il faut faire... dans le fond, il faut trouver le style qui nous convient. Moi non plus, ça me convenait pas avoir 3, 4, 5 pages de description du paysage. Moi, on me perdait là-dedans. Oui. Fait que moi, j'ai écrit qu'est-ce que moi, je lisais. Donc, souvent, on entend, quand on commence à créer, on va plagier. Donc, puis ça, c'est bon en écriture, mais c'est aussi bon en peinture, en chant. On copie les gens qu'on aime. Oui. Ce qu'on consomme. Oui. Donc, moi, j'étais vraiment dans ce style-là. Qu'est-ce que je lisais? C'était de la romance coquine, de la rapide, je lisais aussi des grosses briques, mais c'était pas ce vers quoi moi j'avais envie d'écrire. Donc, ma plume ressemble beaucoup à ce que je lisais. Est-ce que tu es une grande, après ma barre, est-ce que tu étais une grande lectrice? Ah oui. Avant d'écrire, oui. Mais je te dirais que je lis beaucoup moins depuis que j'écris. Parce que je voudrais pas copier le style de l'auteur que je suis en train de lire. Donc, quand je suis en production de manuscrits, c'est très rare que je vais lire. Si je vais lire, ça va être de la fiction, quelque chose de complètement différent pour justement que le style d'écriture se reflète pas dans mon manuscrit. Donc, étant donné que depuis que les 2 trilogies ont sorti, j'écris pratiquement tous les jours, je lis beaucoup moins. En tout cas, beaucoup moins que qu'est-ce que je voudrais, mais j'en achète. Puis là, dans le milieu, oui, on appelle ça la palle, là, la pile à lire, augmente. Là, ça préfère soutenir le toit de la maison. L'autre chose aussi que j'avais comme question, c'est, là, t'avais ta maison d'édition. Oui. Est-ce que pour ta 2e trilogie, ça a été plus facile, je te dirais, du fait que le côté, j'ai le goût de dire administratif, mais était mis en place, en fait, que là, tu savais comment ça fonctionnait, veux pas, il doit y avoir une signature de contrat aussi. Exact, oui. Est-ce que tu trouves que ça a été plus léger puis plus facile, la création? Oui, oui, ça a été... la création, non, mais la publication, oui. Okay. Parce que, dans le fond, mon éditeur me connaissait ma plume, connaissait mes ventes. Tu sais, j'étais rentrée dans la boîte. Donc, c'est plus facile. Est-ce que c'est tout le temps facile comme ça dans toutes les autres maisons d'édition? C'est sûr que ça aide, mais si tu changes... tu sais, comme on va prendre la romance, puis que là, tu as envie d'écrire une histoire de fiction, le processus doit se recommencer, à moins que ta maison d'édition publie ça ou que ça soit une commande de l'éditeur aussi. OK. Il y a parfois ça. L'éditeur dit, bon, ben là, on est... on cherche une histoire, je sais pas moi, je veux dire, durant le temps de la pandémie, avec des personnages dans la trentaine. Est-ce que tu peux nous produire ça? Ça aussi, ça arrive parfois. Mais oui, ça a été plus facile. Là, je te dirais que j'ai un 7e manuscrit d'envoyer. Et là, j'essaye autre chose, une autre façon, une autre maison d'édition. Je vais retâter le terrain pour voir c'est quoi le pouls de l'industrie là, en ce moment. Avant de passer à ton nouveau projet, dans le fond, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi que tu as décidé vraiment là, l'érotisme et tout ça? Bien, comme je te disais un peu, c'est ce que je lisais. Oui. Mais en particulier, la première série, Bullfighter, c'est sur le milieu du rodéo, le milieu country. Oui. Moi, j'aimais le fantasme du fameux cowboy, mais j'en trouvais très peu en français. Beaucoup anglais, mais pas français. Et là, je me suis buté le nez à plusieurs portes de maisons d'édition qui m'ont dit « L'histoire est bonne, mais c'est pas vendeur. » Ça serait vendeur si tu traduirais
ton manuscrit en anglais, soit aux États-Unis ou dans le Canada anglais. Mais là, moi, je leur disais, c'est pas vendeur, mais il y en a pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu écrire une série sur le rodéo, parce que moi, ça me plaisait. C'était vraiment très égoïste comme projet, là. C'était quelque chose qui bouillait en moi. Puis, il y a, à date, Bullfighter a un très beau succès, justement parce qu'il y en a peu dans le milieu. Il y a Chantal D'Amour qui a écrit une série country excellente, là. Puis, il y en a d'autres, mais c'est pas qu'est-ce qui va pleuvoir, admettons, comme les chick lit. Oui. Que là, il y en a beaucoup, là. Alors que plus en milieu, moi, il m'avait dit en milieu rural, c'est pas vendeur. Écris-nous une histoire en milieu urbain. Ça, oui. Puis, vois-tu, avec Shelton, là, je me suis un peu amusée à sortir de la campagne, du monde du rodéo pour aller en ville, puis aller tenter le terrain aussi. Mais c'est un terrain de jeu, là. Je me permets de tout. Dans le tabou, oui, je m'en permets. Oui. Je m'en permets, je vais loin. Encore plus avec la série Shelton, où est-ce que là, ma plume était vraiment assumée. J'avais envie de parler de certains sujets, comme la diversité corporelle. Avoir une héroïne qui ressemble pas aux autres, qui a peu de seins, un corps qu'elle essaye de modifier. Je suis allée dans les troubles de jeu. J'ai voulu parler, pas juste faire une scène de sexualité pour parler de sexe, absolument. Fallait que ça ait sa raison d'être dans l'histoire. Alors, je suis allée vraiment plus loin. Ouais. J'ai abordé des personnages transgenres. Je voulais faire ça. Je voulais justement susciter la discussion. Je pense, en tant qu'auteur, on veut créer l'émotion. On veut susciter des discussions qu'on n'aurait pas. En parler aussi avec nos ados. Parce que nos ados, ils ont accès à beaucoup de choses sur Internet. Quand on lit un roman qui est un peu plus érotique, où est-ce que la scène de sexualité, elle est décrite, on a l'image, le son, l'odeur, on a tout ça. Ça amène un autre volet que du fast sexe sur Internet. Ouais. Puis qui est souvent irréaliste totalement. Ouais. Tu sais, puis on se fait des attentes aussi par rapport à ce qu'on voit. Exactement. Qui n'est pas ça du tout. Est-ce qu'il y a eu des gens, des fois, qui t'ont dit « Oh mon Dieu, Julie, ça n'a pas de sens » ou... Ce que j'ai eu comme commentaire, ça venait peut-être plus des gens qui me connaissaient, qui disaient « J'ai commencé à lire et j'entendais ta voix dans ma tête. » Donc, il a fallu que j'arrête ça. Mais j'ai une anecdote très drôle sur le projet en cours. J'ai eu recours à des bêta-lectrices. Ça, c'est des gens qui lisent ton histoire avant qu'elle soit publiée puis qui te donnent des commentaires. Il y en a qui sont plus spécialisés dans tout le côté émotif. D'autres que je les ai choisis pour tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui ferait pas de sens dans l'histoire. Admettons, on parle, elle a pas de chandail, puis la page avant, elle vient de s'habiller. Tu sais, oui. Toutes les incongruités. Oui. Fait qu'ils ont chacun leur spécialité, puis j'ai fait affaire avec 5 bêta-lectrices, vraiment pour avoir, puis avec plusieurs groupes d'âge, pour vraiment essayer de cibler s'il y avait quelque chose qui dérangeait, qui punchait. Puis pendant une 50aine de pages, j'avais aucun commentaire. Aucun. Et pour les 5, c'était comme... C'était évident. Fait que j'en ai parlé avec une, puis elle m'a dit « Attends, je vais aller revoir ces pages-là. » Puis effectivement, c'était des pages très osées, où est-ce que là, la lectrice a rentré vraiment dans sa tête, dans son corps, et de là à émettre certaines réserves. Je pense que là, je suis allée vraiment toucher quelque chose de très personnel chez les 5. Fait que pour moi, c'était un hit. J'étais contente. Check, j'ai réussi. Oui. Est-ce que tu dirais que tu aimes ça être déstabilisée un petit peu? J'aime plus déstabiliser les autres que moi. OK. Mais t'aimes oser. J'aime oser. J'aime déranger. C'est sûr que moi, dans le fond, je lance l'histoire, je vais en déranger des gens. Donc, le fait que la vie me mette aussi au défi,
c'est pas sans me déplaire. Puis surtout que j'ai tout le temps dit, je vais continuer à écrire tant et aussi longtemps que je vais m'amuser. Donc, je m'amuse encore. J'ai pas besoin de ça pour vivre, parce que vivre de sa plume au Québec, c'est très difficile. OK, fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu as un emploi à temps plein. Oui, absolument. En plus de ta plume. Oui. Puis est-ce que ça a un lien entre les deux? Absolument pas. Je suis entrepreneur, moi aussi. Je travaille avec mon mari. Puis c'est très, très cartésien, mon emploi. Donc, ça, c'était mon petit côté plus sucré que je développais pas, puis que j'avais envie de m'amuser là-dedans, parce que j'ai toujours aimé écrire. Mais là, je me suis vraiment donné comme objectif de faire les deux. Pourquoi? Ça serait juste un ou juste l'autre. Puis, comme je dis, on a des factures à payer, donc il faut avoir l'emploi. Mais malgré tout, je suis très rigoureuse dans mon passe-temps. Un peu comme quelqu'un qui jouerait au golf, va aller se pratiquer, va aller canner des balles. Moi, j'écris. J'écris à tous les matins. Il y a des matins que ça sort mieux que d'autres. Puis il y a d'autres fois, ben j'arrive en retard au boulot parce que... C'était là. Puis... C'était là. J'étais dans le moment. J'avais eu une idée, un personnage qui est apparu. Mais c'est ça. Je suis quand même très disciplinée là-dedans. Est-ce que il y a des contraintes lorsqu'on a une maison d'édition? Parce que, dans le fond, ta trilogie, tu avais déjà écrit au début. Oui. On pouvait pas dire que c'était un tome. Tantôt, tu as dit c'est pas un manuscrit. C'est un manuscrit. Parfait. Donc, c'est ça. Tu avais écrit ton manuscrit au début. Oui. Tu l'as écrit de ton fond, sans penser qu'il était pour être publié. Oui. Est-ce que, quand tu rencontres la maison d'édition, il te réenligne? Est-ce que comment tu as trouvé ça, cette partie-là? Ben, en fait, ça dépend de la maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui vont conclure une entente avec l'auteur. Donc, l'histoire leur appartient. À ce moment-là, ils peuvent changer des noms de personnages, enlever des chapitres, prendre leurs auteurs maison et modifier ton histoire. Tu leur as vendu ton histoire. Ça, c'est une maison traditionnelle et tous les personnages appartiennent à la maison d'édition de type traditionnel. Tu as l'auto-édition où est-ce que là, c'est toi qui fais tout, qui produit, qui imprime, on peut pas distribuer quand on est auto-édité, mais qui fait sa propre promo. Moi, ma maison d'édition de l'Apothéose, c'était une maison hybride. Okay. C'est-à-dire qu'elle me donnait toute la structure, les correcteurs, graphisme, distribution en librairie, la plateforme pour vendre mes livres. J'avais cette structure-là, mais je devais investir dans mon histoire, partager les frais, donc un peu de l'auto-édition à ce niveau-là, alors qu'en traditionnel, tu n'investis pas un sou. Puis, sauf que qu'est-ce que j'aimais de cette maison d'édition-là, c'est que j'avais 100% de mes droits d'auteur. Donc, je pouvais prendre mes personnages, comme j'ai fait de Bullfighter, puis en envoyer un dans Shelton parce que les personnages m'appartiennent. Donc, ça, c'était un côté que j'aimais beaucoup. Maintenant, chaque maison d'édition a un peu leur sauce. Oui. Ça fonctionne pas tout le monde pareil. Il y en a, tu sais, je disais, il y en a qui changent des noms de personnages, puis il y en a d'autres qui touchent pas du tout à l'histoire, mais tu as un directeur littéraire qui va t'aider soit à peaufiner certains chapitres ou des longueurs. Tu sais, ils peuvent te dire, ben ça, resserre ça, retravaille tel chapitre, ces mots, est-ce que ça a vraiment son importance? Puis, c'est tellement bien d'avoir un œil extérieur. Parce que, au départ, je voulais pas ça. Je disais, ben non, ça me ressemblera plus. Alors que, en prenant les commentaires, comme les commentaires des bêta-lectrices, où est-ce que souvent, ils te font pas changer ton histoire. Il va juste t'aider, là, tu sais, à rentrer ça, puis à le squeezer, là, puis à ce que ton histoire se tienne plus, qu'il n'y ait pas de longueur, que ça soit pas redondant, puis toutes les erreurs qui peuvent arriver, mais tu as ce soutien-là en maison d'édition. Fait que ça, c'est très bien. Puis des fois aussi, peut-être que le fait que toi, tu l'as dans ta tête, eux, des fois, ils peuvent dire, hey, là, j'ai pas vu le lien entre. Oui. Parce que des fois, tu l'écris pas, mais ça vit dans ta tête. Donc, quelqu'un d'extérieur peut. Fait qu'il faut être capable de bien prendre la critique. Ah oui.
Oui, vraiment, parce que c'est pas dirigé contre ton ego, c'est vraiment dirigé pour améliorer la qualité de ton histoire. C'est vrai que les personnages vivent dans nos têtes. Quand on termine une série, il y a comme un petit deuil qui s'installe parce que ces personnages-là t'ont pas habité juste 300 pages, là. Ça fait plusieurs années que tu y penses. Tu leur as donné des noms, tu les as accompagnés, t'as développé leur psychologie. Donc, oui, t'habites. C'est pour ça que des fois, on va fermer un livre puis on va faire « Oh non! » J'espère qu'il va y avoir une suite parce que le personnage t'a vraiment touché, là. Puis tu l'as fait vraiment vivre, en fait. Tu l'as fait vivre, oui. Pour les livres, est-ce que tu en as aussi... parce que, tu sais, maintenant, là, c'est vraiment la mode aussi de lire sur des tablettes, sur des liseuses. Oui. Est-ce que tu as les deux formats? Oui, je l'ai en numérique aussi. Je suis éditée en Europe. Oui, parce que moi, je me disais... moi, je suis vraiment une old school, là. J'aime le papier, j'aime toucher. J'aime sentir un livre neuf. Oui, c'est ça. Je suis très... L'amener dans le bain, au dentiste, à la plage. Mais justement, à la plage, on va en voyage. Ça alourdit les valises. Donc, je me suis rendu compte que c'est à peu près maintenant 50-50. Ceux qui lisent en format numérique ou en papier, ça dépend de ton type. Il y en a qui disent, moi, j'ai plus de place à la maison, là. Je les lis, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les entreposer? Fait que c'est un peu moitié-moitié. Est-ce que tu crois que le livre imprimé, dans un futur rapproché, va disparaître? Je penserais pas. Je nous souhaite pas ça, parce que c'est un morceau de culture. Par contre, il y a un bémol. Depuis la fameuse pandémie, le prix de la matière première a explosé, ce qui fait que tous les livres ont dû, dans le fond, toutes les maisons d'édition ont dû augmenter le prix. Fait que souvent, on va entendre des commentaires. C'est cher un livre, 29,95. Mais sachez que souvent... les auteurs s'en mettent très peu dans les poches. On parle d'environ un contrat régulier, on va parler de 10% du prix du livre vendu. Donc, ça représente environ 2-3 $ par livre pour toutes les heures investies. C'est très peu. Fait que c'est pour ça qu'on parle vraiment de passion. On parle de passion. Au Québec, quand un livre est best-seller, c'est environ 3000 livres. Je pense que c'est ça, 3000 livres de vendus à 3 $. Faites le calcul, on peut pas vivre de ça. C'est très peu d'auteurs au Québec peuvent en vivre. Alors, encouragez-les. C'est des passionnés. Les auteurs, puis pour avoir fait plusieurs festivals, des salons du livre, c'est des passionnés. Des passionnés entre elles aussi. On consomme beaucoup la littérature québécoise. Quand tu rentres dans le milieu, il y a un bel esprit de communauté. Oui, il y a des auteurs internationaux, des incontournables. Oui. C'est le fun, mais aussi, il faut savoir qu'il y a du beau talent au Québec. De s'avancer, puis c'est le fun parce que tu peux, souvent dans les salons du livre, aller parler directement à l'auteur. Il y a pas meilleur vendeur qu'un auteur pour te parler de son histoire. Puis, où est-ce qu'on peut trouver ces deux trilogies? Pour nos auditeurs là, qui aimeraient vraiment là, acheter les trilogies. En fait, dans n'importe quelle librairie, dans les bibliothèques, il y a sur mon site Internet aussi, où est-ce que vous pouvez vous les procurer. Puis moi, je dis tout le temps, dans les librairies, allez voir vos petites librairies de quartier. J'ai rien contre les grosses librairies, mais les petites librairies de quartier vendent le livre au même prix. Souvent, il n'y a pas de rabais, mais vous allez encourager local. Je privilégie beaucoup d'encourager local. Nos libraires, si les livres sont pas disponibles, demandez-les, commandez-les. En bibliothèque aussi, vous n'avez pas les sous, demandez-les à vos bibliothécaires. Parce qu'ils ont des budgets pour acheter des nouvelles trilogies, des nouveaux livres. Exact. Tu dirais que ça s'adresserait à un enfant, un adolescent de quel âge?
Tu sais, c'est quoi le bon âge pour un adolescent pour commencer à avoir des relations sexuelles ou en entendre parler? Est-ce qu'il y a vraiment un bon âge? On pourrait dire quoi? 14 ans, tu sais, dépendant de l'enfant, est-ce qu'il va avoir, l'adolescent, est-ce qu'il va avoir la maturité de le lire? Mais comme je disais, souvent sur Internet, vous allez trouver bien pire que qu'est-ce qu'il y a dans mes livres. Puis je me dis, un adolescent qui prend la peine de s'asseoir, peu importe qu'est-ce qu'il va lire, s'il lit, c'est déjà mission accomplie. Oui, exact. Tellement. Donc, si la jeune fille, c'est ce qu'elle veut lire, ben go! Puis, moi, je pensais que, en général, mes lecteurs, c'est plus un public féminin. Oui. Mais j'ai eu plusieurs hommes qui m'ont lu. Surprenamment, j'étais contente parce que, surtout de la façon que j'écris, on passe de la tête de l'homme à celui de la femme. Puis des fois, c'est même dans le même chapitre. Fait qu'on a deux versions. La version masculine et féminine. Donc, on a les deux points de vue. Fait que je pense que féminin ou masculin. Puis aussi, ce que j'aime, pour enchérir, ce que j'aime, c'est que la lecture, ils vont aller jusqu'à où sont capables de s'imaginer. Exactement. On n'impose pas une image, on la suggère. Oui, puis c'est ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que mes filles, ils ont vraiment des âges différents, puis ils ont pas... Tu sais, ma plus vieille, elle a compris, elle a senti ça comme moi, versus ma fille de 14 ans, elle avait pas la même expérience avec la sexualité pour aller jusqu'à où moi j'ai poussé mon imagination. Oui. C'est beaucoup ça que j'ai aimé parce que ça respecte la limite du lecteur. Un livre, quand on en a assez, on le ferme. Oui. On n'est pas bombardé. Si on l'ouvre à nouveau, c'est qu'on a choisi de continuer. Exact. Et ça, c'est tellement important. Puis on apprend ça aussi en cours d'écriture, que qu'est-ce qui est sexy pour moi l'est probablement pas pour toi. Alors, quand on écrit une scène un peu plus torride, ça sert à rien de dire « elle avait une robe verte avec les paillettes sur les épaules ». Tu sais, qu'est-ce qui est sexy? Ça sera peut-être pas ça pour un lecteur. Donc, laisser l'imagination au lecteur, c'est aussi un bon truc pour écrire des bonnes scènes punchées, là. Érotiques. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Julie, pour l'année qui s'en vient? J'aimerais beaucoup que mon prochain manuscrit soit publié. C'est sûr, là, on est, même en début d'année, on est un peu à court pour être publié en 2024, mais au moins 2025. Le prochain projet va être une duologie. On laisse faire les 3 bouquins, on y va avec 2. J'aimerais ça. Ça serait un bel accomplissement. Mais je te le souhaite grandement. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.